Aujourd'hui, on s'intéresse à Seth, le patron. Être le patron, c'est vachement mieux qu'être un sous-fifre. Bien qu'il soit aujourd'hui un cadre du monde criminel florissant d'Ionia, Vous savez ce que ça rapporte, une vie honnête? les origines de Seth sont modestes. Né de l'union d'une Vastaya ionienne et d'un humain noxien, Je suis pas un sang-mêlé, mais un pur sang. le jeune homme barbare était un paria dès l'enfance. Sa naissance provoqua l'indignation de la communauté Vastaya de sa mère, qui exila la famille pour avoir violé les conventions tribales. Les humains d'Ionia ne toléraient pas beaucoup mieux cette union taboue, même si la terrible réputation du père de Seth dans les arènes de combat locales les dissuadait de manifester leur désapprobation. Trop de poils pour les humains, trop de peau pour les Vastaya. Y a toujours un problème, quoi. Le peu de sécurité dont bénéficiait la famille s'envola le jour où le père de Seth disparut. D'un coup, tous ceux qui ravalaient leurs commentaires à la vue de Seth se sentirent libres d'exprimer leur mépris. Le jeune garçon était dérouté. Il se demandait où son père avait pu partir et pourquoi les ennuis semblaient le suivre partout. Seth dut grandir rapidement. Il devint dur à force de subir les provocations et les menaces et commença bien vite à se servir de ses poings pour faire taire les insolents. Mon vieux s'est tiré. Si t'avais un peu de cervelle, tu ferais la même chose. Quand elle eut vent de ses combats, sa mère lui fit promettre de ne jamais s'approcher des arènes de combat noxiennes dans lesquelles son père se battait. Maman, c'est eux qui ont commencé. Mais plus Seth se battait, plus il pensait à son père. Dans l'espoir de trouver l'homme dont il ne se souvenait que vaguement, Seth sortit discrètement au milieu de la nuit pour aller voir la reine. Écoutez, maman a pas besoin de savoir tout ça. Il fut immédiatement fasciné par le spectacle. Des dizaines de soldats noxiens fraîchement débarqués à Ionia rugissaient dans les gradins, galvanisés par la soif de sang. Au centre de l'arène, des combattants venus de tous les horizons et pratiquant différents arts martiaux s'affrontaient dans des duels sanglants avec des armes diverses. Le gagnant était grassement payé en pièces noxiennes. Quand ils entendent des os craquer, moi j'entends des pièces teintées. À la fin de l'événement, Seth se renseigna sur son père et apprit la dure vérité. Son père avait racheté son contrat et était parti se battre dans des arènes plus lucratives. Il avait abandonné sa famille pour aller faire fortune à l'autre bout du monde. Fou de rage, Seth demanda à l'organisateur de le laisser combattre, motivé par l'espoir irrationnel que son père fût rentré de son périple et se retrouva face à lui. Si jamais je tombe sur mon vieux, j'espère qu'il s'est bien entraîné. L'organisateur inscrit le jeune garçon dans le prochain combat en pensant qu'il se ferait massacrer par un de ses poulains. Dès son premier crochet, l'enfant barbare devint le nouveau phénomène de l'arène. On m'appelait Seth l'enfant barbare. Maintenant, c'est Seth l'homme barbare. Bien qu'il n'eût pas de formation en arts martiaux, sa force primaire et sa férocité compensaient largement. Il pulvérisait ses adversaires à la technique plus travaillée comme un bélier enfonce une porte. Sans jamais perdre de vue l'espoir d'affronter un jour son père, il devint le roi de l'arène incontesté, amassant une fortune et laissant derrière lui un sillage d'adversaires brisés. J'aime pas faire mal aux autres, mais j'aime l'argent que ça me rapporte. Chaque nuit, Seth rapportait de l'argent et du confort à sa mère, mais il mentait toujours sur leur véritable provenance. La voir si fière de son succès et ravi qu'il n'ait plus à exercer des travaux ingrats attendrissait son cœur de pierre. Mais malgré cela, Seth ne pouvait s'empêcher de penser qu'il pouvait faire mieux. Être le roi de l'arène était un bon début, mais être le propriétaire de l'arène, c'est là que se trouvait l'argent. Un soir, après avoir défendu son titre devant une foule record, Seth fit une proposition à l'organisateur noxien et ses associés. Il leur suggéra de lui céder la propriété de l'arène et de ses revenus. Lorsqu'ils refusèrent, Seth bloqua les portes. Quelques minutes plus tard, les portes se rouvrirent et les noxiens en émergèrent avec le visage tuméfié et les lèvres sanguinolentes pour répandre le message « L'homme barbare était le nouveau chef ». C'est qui le patron? Désormais débarrassé des organisateurs, Seth prit le contrôle de l'arène dans laquelle il se battait autrefois. Avant, je risquais ma peau dans l'arène et je rendais quelqu'un très riche. Maintenant, c'est l'inverse. Et je préfère ça. Les Ioniens, qui n'avaient été conditionnés pour la guerre que récemment, s'y précipitèrent pour satisfaire le désir de violence qu'ils venaient de se découvrir. Seth profita pleinement de cette nouvelle soif de sang et accumula plus de richesses et de pouvoir que dans ses rêves les plus fous. Les gens disent qu'ils aiment pas la violence, mais ils aiment la regarder, c'est sûr. Il transforma l'arène en plateforme de développement de son empire clandestin où l'argent et le vice étaient rois. Les gens disent que je suis une brute. Je préfère le terme entrepreneur. L'homme barbare qui dominait jadis l'arène dirige aujourd'hui ses activités illégales d'une main de fer. La violence, c'est mon fonds de commerce. Et il est prospère. Chaque fois que quelqu'un s'oppose à son autorité, il s'occupe lui-même de le remettre à sa place. Chacun des coups de poing de Seth est un coup contre son ancienne vie de misère et d'exclusion.
et il a la ferme intention de ne jamais la laisser se relever. Si la vie te donne du fil à retordre, t'as qu'à lui tordre le cou. On en a fini avec la biographie de Seth et on passe maintenant à l'histoire, la mauvaise nouvelle. Qui s'occupe de la caisse? Chez Rapp, le type qui prend les armes à la porte me regarde avec des yeux de merlan-frit, effrayé à la perspective d'avoir fait quelque chose de mal. Rio est à la caisse ce soir. Dit-il. Il faut 2 personnes en plus. Mon ordre est logique, c'est une grosse nuit. Beaucoup de gens sont là pour dépenser. Pas question qu'un rat file avec l'argent. Chez Rapp fonce. Quelques secondes plus tard, il revient avec 2 de mes plus solides cogneurs. Ils rejoignent Rio au coffre et je tourne mon attention vers l'arène en pleine action. L'endroit est bondé. Des misérables aux célébrités locales en passant par toutes les classes intermédiaires. Des gens qui n'ont rien de commun, sauf leur goût pour le sang. Et ils vont en avoir. Mon meilleur combattant, Pran le flagelleur, vient de terminer son entrée nonchalante. Son corps musclé est peint en vert et il porte au bras gauche une rondache. Son épée fouette de néfaste réputation, peinte pour ressembler à une vipère, reste à sa ceinture tandis qu'il entre dans l'arène pour faire face à son adversaire. Ce dernier est un type de Shurima, Farhan, je crois, Farel. J'apprendrai son nom s'il gagne. En tout cas, il jette à Pran un regard qui tue, les mains près des épaules, prêt à dégainer les dagues jumelles rangées dans son dos. Il a voyagé la moitié du monde pour ce combat et il n'a pas l'intention de s'en laisser compter par un rouleur de mécanique local. Le chef d'arène agite son écharpe et l'affrontement commence. Les combattants tournent en cercle, les yeux dans les yeux. Toujours prêt à divertir la foule, le flagelleur sort son épée fouet et la fait claquer autour de lui. Il est l'une des 8 personnes au monde capables de faire ça sans se couper le visage et il adore se faire mousser. Insulté par cette provocation, le Shurimien sort ses dagues. Il traverse l'arène en courant, entouré par un tourbillon de mouvements de lames, frappant selon les angles les plus biscornus. Le flagelleur est surpris, mais sur ses gardes. Il pare une dague avec son bouclier, ce qui déséquilibre le Shurimien une fraction de seconde. Une seconde longue comme une éternité. Le corps du Shurimien est désaxé, ses mains repoussées à la taille, tout son torse livré à l'ennemi. D'un mouvement fluide, le flagelleur frappe de son épée fouet la gorge de l'assaillant. Le Shurimien tombe au sol dans une mare de son propre sang. La foule rugit. Je parle aux hommes derrière moi. Comment va la caisse? Tout baigne, patron. Répond Sherap, tandis que les parieurs se massent dans le vestibule. Dans l'arène, l'équipe charge le Shurimien sur une charrette. Quelques pas plus loin, le flagelleur célèbre sa victoire devant ses admirateurs. Il a un drôle d'air, je le connais bien. Ce n'est pas du soulagement, pas de la satisfaction. Il a chopé la grosse tête et c'est une mauvaise nouvelle. 1 heure plus tard, la foule est rentrée chez elle, l'argent a été compté. Au moment où je congédie mon équipe, devinez qui m'arrête à la porte? Le flagelleur. Il porte un gros sac de pièces mais il n'a pas l'air heureux. Il dit que quelque chose le turlupine, nous y voilà. Je lui demande quel est le problème. Il vient de triompher devant une foule telle qu'on n'en a jamais vu ici. Il me répond que c'est lui, justement, qui a attiré cette foule record. Il veut une part de la recette, ma recette. Bien sûr, je comprends, il vient du même endroit que moi après tout. Ce n'est pas parce que je comprends quelqu'un que je dois accéder à ses caprices. Je réponds par la négative. Alors le type pète les plombs, il commence à me dire la chance que j'ai de l'avoir dans mon arène. Tu sais combien de gens peuvent faire ce que je fais? 9. 9. À plus que la dernière fois. Il continue de se montrer insultant, dit que je suis devenu paresseux, que je ne sais plus ce que c'est que de risquer ma vie dans l'arène. Une partie de mon équipe commence à l'écouter. Comme je ne peux pas la laisser croire que je me suis amollie, je décide que le moment est choisi pour rappeler au flagelleur qui est le patron. Il ne l'entend pas de cette oreille. Tu n'es qu'un ancien champion lessivé dans un manteau de fourrure qui prétend donner des instructions aux vrais combattants. N'importe qui pourrait faire ton boulot. Cela ne me convient pas du tout. Je dis au flagelleur qu'on peut aller se mesurer dans l'arène et il verra si je suis toujours un combattant ou pas. Il accepte mon offre. À ce stade, ça lui est difficile de faire machine arrière. Si je gagne, je récupère l'arène et tout ce qui va avec. J'opine. Il attend que j'énonce mes propres revendications, comme s'il possédait quoi que ce soit qui m'intéresse. Tout ce que je veux, c'est qu'on fasse ça devant une foule. Au moins, ça rapportera. La nuit du combat est arrivée, et il y a tant de monde qu'on est contraint d'en refouler à l'entrée. J'ai 5 malabars à la caisse aujourd'hui. J'avance dans l'arène, tout en bourbattant, sous les rugissements de la foule, et je vois le flagelleur devant moi, vert et la grosse tête, comme d'habitude. Ma décence de Vastaya m'oblige à lui ouvrir une porte. Je lui dis qu'on annulera le combat s'il avoue à la foule qu'il a eu tort de me manquer de respect. Il crache sur le sol et fait claquer son épée fouet au-dessus de ma tête. Il ne renonce pas. Quand le chef d'arène agite son écharpe, le flagelleur a déjà parcouru la moitié du terrain. Avant que j'aie eu le temps de réagir, ce sale prétentieux m'arrache un morceau de joue. Il fait jouer plusieurs fois son arme, s'approchant dangereusement près de ma gorge. Tandis que je lutte pour esquiver cette espèce de lame molle et bizarre, il me frappe au visage avec sa rondache. J'atterris sur le dos, la vision dédoublée. Le flagelleur ramène à lui son épée fouet. Ça n'a pas commencé depuis 1 minute, il s'apprête déjà à asséner le coup de grâce. Pas question. Une fois de plus, sa lame touche mon cou. Cette fois, je la saisis, avec ma main nue.
Les yeux de mon adversaire s'écarquillent dans son stupide visage vert. Mon sang palpite, mon poil se hérisse, je sens un grognement m'échapper. Je sens à peine la lame qui taille dans ma paume ou le sang qui coule sur mon avant-bras. Je lève et j'attire le flagelleur à moi en tirant sur l'épée pour le frapper de mon poing libre. Je répète l'opération plusieurs fois et mon ceste de cuir réduit son visage en bouillie. Quand j'arrête enfin de taper, il crache une dent et me dit que j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Pourquoi tu fais ça? Je suis ton meilleur combattant. Me dit-il. T'es en train de perdre contre un ancien champion lessivé. Qui va vouloir payer pour te voir désormais? Avec ce qui lui reste d'énergie, il me crache du sang en plein visage devant tout le monde. Il me faut montrer à l'arène que je suis le patron. Alors je saisis le type par la gorge et, de toutes mes forces, j'écrase sa grosse tête sur le sol de l'arène. Il tremble une seconde, puis s'immobilise. La foule exulte. Plus tard dans la nuit, je m'arrête chez Man, comme d'habitude. Elle est au lit, je laisse silencieusement un sac de pièces sur la commode et je l'embrasse sur le front. Elle se réveille et sourit à la vue de son fils qui se tient à son chevet. Je lui caresse la joue et elle remarque le bandage autour de ma main. « Oh, Cédric, que s'est-il passé ?» me demande-t-elle avec inquiétude. Rien de grave, je me suis fait mal sur du bois. Qu'est-ce que tu construis en ce moment, mon fils ? Un orphelinat pour les gosses sans famille, Man. Je l'embrasse une dernière fois. Tu es un bon garçon. Me dit-elle. Ses yeux s'embuent et elle s'assoupit à nouveau, fière que son fils gagne sa vie de façon honorable. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.